Avec nous pour aller plus loin ce soir, Daniel Chassaing, bonsoir, sénateur Les Indépendants, République et Territoires de la Corrèze. Vous êtes par ailleurs médecin. Pascal Chanvert, président de l'Association nationale des directeurs au service des personnes âgées. Valentine Trépied, docteur en sociologie à l'École des hautes études en sciences sociales. Et Thierry Amouroux, porte-parole du syndicat national des personnels infirmiers. Merci à tous les quatre d'être ici. Parce que c'est un sujet qui relève de l'humain et non seulement des chiffres, je voudrais vous rappeler quelques témoignages recueillis par nos confrères de France Info et du Monde lors des manifestations de mars dernier. Émilienne, aide-soignante. Les résidents, on est obligé de les bousculer un peu. Il n'y a pas d'échange entre les soignants et les soignés. Quand une personne nous dit qu'on lui fait mal pendant la toilette, on n'y peut rien, on doit aller vite. Témoignage de Liliane, une parente d'une personne de 99 ans en EHPAD. La toilette est faite en 5 minutes, on n'a pas le temps. C'est VMC, comme on dit, visage, main, cul. Les draps sont changés une fois toutes les 5 semaines. Pascal Chanvert, est-ce que les annonces d'Agnès Buzyn vous semblent répondre à ce genre de situation ? Il y a deux choses dans le discours et dans les annonces d'Agnès Buzyn. D'abord, elle trace des perspectives et ça, c'est extrêmement positif. Elle reprend notamment ce qu'avait dit le président de la République sur la nécessité de trouver un nouveau financement pour l'aide aux personnes âgées à domicile comme en établissement. Elle rappelle qu'il faudra répondre, dit-elle, aux besoins des personnes âgées. Et elle redit qu'il faut un grand débat citoyen sur ces questions et elle se donne 1 an pour que ce débat se mène. Tout cela est à nos yeux extrêmement positif parce qu'il faut qu'on sorte de cette situation où la France est très en retard par rapport à ses voisins européens en matière d'aide aux personnes âgées. Là où il y a une grosse déception, c'est sur les mesures de court terme. Vous avez dit 400 millions en fait de mesures nouvelles. Il y a de l'ordre de 150 millions. On ne va pas polémiquer sur les chiffres, mais ça reste extrêmement modeste. Même si on arrive à 22 000 postes, je ne vois pas bien comment, mais en imaginant qu'on y arrive, ça fait à peine 8 minutes de plus de temps passé dans la journée. Or, tout à l'heure, il y a une aide-soignante qui disait aider une personne à manger en 5 minutes, c'est impossible. Il y aura 8 minutes de plus, donc c'est clairement insuffisant. On va attendre et on va participer à ce grand débat citoyen, mais il faut, dans l'attente, que la ministre fasse des propositions. Imaginez que ce qu'elle annonce, ça remplace même pas la suppression des contrats aidés. Daniel Chassaing, qu'en pensez-vous ? Il nous dit mesures insuffisantes, les mesures d'urgence, même s'il y a des choses positives. Alors, si vous voulez, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'ont dit les aides-soignantes. Ce qui vient de dire M. Chanvert aussi. Il faut pouvoir faire manger les personnes âgées, les habiller, les changer, les lever, les coucher et parler. Parce que tout ça, c'est vrai que c'est fait à la course. Il y a actuellement 0,6 emplois par pensionnaire. En 2006, vous savez que Philippe Bas disait dans 5 ans, il faut 1 pour 1. Donc on est toujours à 0,6. Donc on est encore très loin des besoins. Alors attendez, on est très loin. Mais quand même, il y a une prise de conscience du gouvernement et de Madame le ministre. C'est pas un problème d'organisation dans les EHPAD. C'est un problème d'emploi, de main. C'est-à-dire, on peut pas, on n'a pas de robot là. Il faut que c'est de l'humain qu'il faut. Il nous manque des infirmières et des aides-soignantes. Donc là, il y a quand même une prise de conscience. Alors après, effectivement, le nombre, le financement, est peut-être insuffisant, mais on dit une infirmière de nuit par EHPAD. Bon, ça veut dire que des infirmières de nuit par EHPAD, on a des difficultés pour en trouver 2 jours. Mais bon, une infirmière de nuit par EHPAD, c'est déjà quelque chose. 20 000 postes. 20 000 postes. Actuellement, il y a à peu près 250 000 aides-soignantes ou infirmières dans les EHPAD. Ça voudrait dire augmenter ce personnel, pas tout à fait de 10%. Si c'est financé, c'est un plus important. Et je pense que le personnel, bien sûr, ça ne suffit pas, mais c'est quand même un plus important dans les 2 ans si ça se fait. Donc c'est un premier pas, c'est ce que vous nous dites. Je voudrais réaffirmer que ceux qui disaient les EHPAD, c'est incontournable. Il faut maintien à domicile, mais quand les personnes sont très dépendantes, elles rentrent en EHPAD. Et il faut les prendre en charge. On doit prendre en charge nos aidés, d'autant plus que, ça a été dit, en 2030, ils seront 1,3 million de dépendants. Thierry Amouroux, c'est vrai que c'est l'une des annonces majeures de ce plan d'Agnès Buzyn, la présence obligatoire d'une infirmière de nuit dans chaque EHPAD. Déjà, on était un petit peu surpris d'apprendre qu'il n'y en avait pas. Ça vous concerne très directement ?
Oui, mais c'est là qu'on voit un peu l'esprit prestidigitation, quoi. C'est de l'illusion. Elle nous fait de l'illusionnisme. C'est-à-dire, pourquoi ? Il y a une expérimentation qui a été faite sur l'ARS Île-de-France. Pendant 4 ans, sur 22 EHPAD, on a mis une infirmière sur 3 EHPAD mutualisés. Donc elle était dans un établissement et puis elle allait répondre aux besoins des 2 autres. Et ça, le chiffrage, c'est 1,2 million. Et là, elle nous dit « Oh, je vais donner 12 millions pour faire ça sur la France entière. » Donc, un plan pas réaliste, c'est ce que vous nous dites ? Il y a un peu plus de 7000 EHPAD. Et là, elle peut créer 280 à 300 postes infirmiers. Donc, c'est ridicule. C'est de l'image, dire une infirmière par EHPAD, mais dans les faits, c'est une présence infirmière mutualisée sur plusieurs EHPAD. Et vous voyez bien que les chiffres n'y sont pas. Mais par contre, ce qui est incompréhensible, c'est que l'étude sur l'Île-de-France a montré que, au-delà du plus humain qualitatif, c'était rentable. Quoi donc ? De mieux s'occuper ? De créer des postes d'infirmières, ça faisait que le coût pour l'assurance maladie, eh bien, ça se compensait. Parce que ça veut dire que vous n'avez pas besoin, la nuit, de faire appel au SAMU pour venir prendre le patient, l'emmener dans un service d'urgence. Donc ça occasionne moins de frais. L'hospitaliser. L'expérience a montré que la durée d'hospitalisation après un passage aux urgences, c'était 4 jours de moins par an par résident. Donc, en fait, il y a de l'autofinancement lorsque vous mettez une infirmière la nuit. Et là, ils vont en embaucher 300 pour 7000 EHPAD. C'est incompréhensible pour nous. Alors, on va terminer ce tour de table. Valentine Trépied, on voit bien que les points de vue sont très divergents. Il y a cette infirmière de nuit par EHPAD. Il y a aussi cette généralisation de la télémédecine avant 2022. Globalement, qu'est-ce que vous pensez de ce plan ? Alors moi, j'aimerais bien plutôt replacer la parole des personnes âgées, parce que dans le cadre de mes travaux, j'ai beaucoup interrogé les résidents sur leur expérience de vie dans ces établissements. Et c'est vrai qu'on peut passer du temps à parler des montants financiers et du saupoudrage financier, comme vous pouvez le C'est ce dont montrer. il s'agit pour vous ? Bon, en tout cas, les échanges montrent que les montants ne sont pas satisfaisants et pas à la hauteur des attentes. En se repositionnant plus sur les besoins des personnes âgées, il y a des choses que je trouve qui sont passées un peu à côté dans le cadre de ce plan. Ouais. Finalement, on met de côté toujours les représentations que l'on a de ces personnes âgées dans notre société, quelle place on veut leur donner dans cette société. Quel rôle on veut leur donner. Et voilà, je trouve ça simplement dommage parce que quand on va les interviewer, elles nous disent à quel point elles souffrent de la qualité, du manque, en tout cas de qualité des relations sociales. On va y venir parce que c'est un phénomène qu'on appelle l'agisme et ce sera effectivement juste dans une troisième partie dans quelques minutes. La dépendance, c'est effectivement de toute façon un enjeu majeur des années à venir. On va regarder ce chiffre de l'INSEE, on va le répéter parce qu'il est impressionnant. 5 millions, c'est le nombre de personnes âgées de 85 ans ou plus qu'il y aura en 2050. Alors au-delà des mesures d'urgence, la ministre de la Santé veut effectivement ouvrir une grande concertation de moyen long terme pour repenser une société plus inclusive des personnes âgées. Que faut-il attendre de cette concertation ? Quelles sont les pistes que vous vous apprêtez à proposer, par exemple, Pascal Chanvert ? Moi, je crois que sur ce volet-là, la ministre a parfaitement raison. Parler de société inclusive pour les personnes âgées, c'est déjà ne plus titrer votre émission dépendance. Parce que la dépendance de 2 choses l'une. Soit on considère que nous sommes tous dépendants, ce qui est le cas. Nous sommes dépendants les uns des autres sur ce plateau. Nous sommes dépendants dans nos vies, de nos métiers, des gens que nous aimons, de nos mandats électoraux quand nous en avons. Nous sommes tous dépendants les uns des autres. Alors, si nous sommes tous dépendants, pourquoi les personnes âgées qui sont fragilisées seraient-elles plus dépendantes de nous ? Simplement, de les nommer dépendants quand nous racontons, nous, que nous sommes tous autonomes et indépendants, c'est une façon de les dévaloriser. Parler de prise en charge, c'est considérer qu'elles sont un fardeau. Il y a déjà une stigmatisation dans la sémantique. Il y a toute une dimension du vocabulaire à revoir qui concourt à l'agisme, dont j'ai bien compris qu'on en parlera tout à l'heure, et c'est important. De cela, la ministre parle, parce que quand elle dit « c'est un changement de regard », elle a parfaitement raison. Simplement,
ne faut pas opposer les financements au regard. Il faut que le changement de regard, ce soit ce qui va permettre que l'aide aux personnes âgées ne soit pas toujours à la fin, dès qu'il y a des arbitrages financiers, qu'on trouve toujours plus prioritaire, plus important, et qu'au bout du bout, on ait des personnes qui disent qu'elles ne sont pas suffisamment accompagnées et pas suffisamment considérées. Je suis parfaitement d'accord avec ce que vient de dire Valentine Trépied. Eh bien, c'est sur cela qu'il faut revenir. Ce qu'il faut, c'est une société qui soit inclusive, qui respecte les personnes âgées et aussi une société qui respecte notre vieillissement à chacun d'entre nous. Parce que concevons que quand on n'a pas vu un ami depuis 10 ans, il est très tentant de lui dire « tu n'as pas vieilli ». Ça veut dire qu'on ne respecte pas son vieillissement et donc qu'on ne respecte pas notre vieillissement. Respectons notre vieillissement, respectons les plus vieux et rattrapons les retards français en termes d'aide de financement. Daniel Chassaing, il y a un sujet sur lequel Agnès Buzyn n'a pas tranché, pas encore, c'est cette question de créer ou non une 5e branche de la sécurité sociale sur cette fameuse dépendance, même si le terme effectivement peut choquer. On peut dire aide à l'autonomie. Ou aide à l'autonomie. Emmanuel Commençons Macron dans l'inclusion s'est dès maintenant. engagé à cette 5e branche de la sécurité sociale. C'est un vieux serpent de mer, d'autres s'y étaient engagés. Je voudrais juste vous citer Nicolas Sarkozy, le 10 février 2011, sa date. Nous déciderons cet été de la création d'une 5e protection aux côtés de la maladie, de la retraite, de la famille et des accidents du travail, qui sont les branches traditionnelles de la protection sociale. Pourquoi ce n'est pas fait ? Pourquoi cette 5e branche de la sécurité sociale, qui pourrait aider les personnes âgées, est-elle si difficile à mettre en œuvre ? Alors pourquoi ? Mais parce que M. Jospin en avait parlé. Après, Nicolas Sarkozy en a parlé, parce qu'il y a un problème de financement. Donc de priorité politique ? De priorité politique, de financement à partir du moment où la sécurité sociale est encore, disons, très convalescente. Mais vous êtes pour à titre personnel en tant que sénateur ? Mais moi, je suis pour que les personnes âgées, on puisse les financer pour qu'elles soient prises en charge de façon décente. Alors, ça peut être par un 5e risque de la dépendance, mais ça peut être aussi déjà en mettant en place le financement pour les EHPAD de façon à ce que les personnes, nos aînés, soient bien traités. Parce que on parle vous avez parlé de, je veux dire, un mot sur l'inclusion, c'est-à-dire les personnes âgées, on les garde le plus possible à domicile. C'est déjà un peu le cas. On a parlé dans la loi ASV d'habitation intermédiaire, de maison autonomie. Mais si vous voulez, il faut bien savoir que on a maintenant 1 sur 4 ou 1 sur 5 des personnes qui ont des troubles cognitifs. Et quand on a des troubles cognitifs, il faut avoir rentré en EHPAD. Et en EHPAD, il faut des endroits sécurisés, animés. Et des personnes formées pour les accompagner. Et des personnes formées. Donc déjà, si vous voulez, si on arrive à mettre en EHPAD, disons, 0,7 employés par pensionnaire ou 0,8 déjà, ça sera déjà beaucoup. Alors, je vais retenir dans ce qu'a dit Madame le ministre, je vais être optimiste, elle parle des 20 000 emplois, la prise en compte maintenant des personnes âgées, on ne parle plus maintenant de désorganisation, de meilleure organisation des EHPAD, on a bien pris conscience que c'était un problème de bras qui manquait en EHPAD et qu'il faut faire. Alors, après, pourquoi pas un 5e risque de l'assurance maladie. L'assurance maladie, l'objectif, c'est qu'elle soit en équilibre en 2020. Après, si l'emploi revient, peut-être qu'on aura plus de possibilités. Alors, il y a le 5e risque, et je vais vous faire réagir tous les deux. L'État pense aussi à mettre en place une 2e journée de solidarité, une question sur laquelle n'a toujours pas tranché, là non plus, Agnès Buzyn, pour financer cette dépendance. On a l'économiste Frédéric Bizard qui nous dit « L'intérêt de la journée supplémentaire est double. D'abord, vous développez l'activité. L'intérêt, c'est aussi que ça permet d'apporter 2,5 milliards chaque année, ce qui est plus que le besoin estimé aujourd'hui. » Thierry Amouroux, j'aimerais votre point de vue à la fois sur cette journée de solidarité et sur ce 5e risque de la sécurité sociale. Alors, nous sommes pour le 5e risque, pour que l'on mette les moyens. En France, donc, on est à 0,6 agents par résident. En Allemagne, c'est le double. Et en Allemagne, il y a beaucoup plus de personnes âgées qu'en France. Donc, on ne comprend pas qu'on prenne pas l'exemple allemand pour une fois que vous trouvez pertinent. Voilà. Pour l'histoire de la journée de solidarité, non.
il y en a marre de faire payer toujours les mêmes. Vous êtes contre? Non, oui, très, très clairement. Il y a des choix financiers qui ont été faits. Les 5 milliards de suppression d'impôts sur la fortune, eh bien, voilà, ils auraient pu être utilisés. C'est largement de quoi amorcer ce plan progressif, parce qu'on ne va pas passer de 0,6 à 1,2 demain, mais il faut vraiment mettre les moyens. Mais par contre, il faut arrêter de taper toujours sur les mêmes personnes. Aujourd'hui, on voit les familles qui payent très cher un service qui n'est pas donné parce qu'il n'y a pas assez de personnel. On voit quand même de grands groupes financiers privés y aller allègrement et réaliser des bénéfices plus que records, alors que cet argent devrait être utilisé pour améliorer les conditions de vie de nos anciens. Donc il faut un vrai plan de service public avec des choix politiques orientés vers les personnes âgées. C'est ce qu'on comprend. Oui. Valentine Trépied, puis Daniel Chassaing. Concernant le cinquième risque... Le cinquième risque et cette journée de solidarité. Je ne sais pas si je suis l'invitée la plus pertinente pour répondre à cette question. Je pense que je préfère laisser la parole à... Mais que vous inspire tout ce qu'on dit depuis quelques minutes? C'est l'objet de débat. Le cinquième risque, ça fait l'objet de débat depuis tellement de longues années que personne n'a encore tranché sur la question. Mais je ne pourrais pas me... Daniel Chassaing. Mais c'est bien ça l'expression de l'agisme et du pouvoir français. On va y venir. C'est que Lionel Jospin en avait parlé... Nicolas Sarkozy, François Hollande, et c'est toujours pas fait. Voilà. On est au cœur du sujet. Oui, on est au cœur du sujet. C'est pour ça que moi, je pense qu'il faut déjà bien financer les EHPAD qui sont, je répète, pour moi, incontournables. Et avec cette journée de solidarité, qu'en pensez-vous? Alors, pour moi, je suis favorable à cette journée de solidarité. Je pense que actuellement, notre sécurité sociale, qui est la base de la République. Si on ne maintient pas cette sécurité sociale, il faut absolument, c'est la base de la République. Eh bien, il faut que, pour l'instant, on n'est pas capable de financer la dépendance, totalement la dépendance. On a parlé tout à l'heure, effectivement, de l'impôt sur la fortune. Alors, l'impôt sur la fortune, ça a été fait. Alors, bien sûr qu'on peut se tromper, mais ça a été fait pour développer l'emploi. Donc, il n'y a pas grand-chose pour l'instant. C'est un autre débat. Non, c'est un autre débat. C'est pour ça que c'est un autre débat. Ça a du mal à dégouliner. Oui, mais c'est pas immédiat. Malheureusement, si c'était immédiat, on le saurait. Donc, moi, je suis favorable à ce qu'il y ait un jour supplémentaire pour nos aînés. Ça va récupérer peut-être 2,5 milliards, je ne sais pas, mais au moins 1,5 milliard. Et ça apportera quand même, on va arriver avec ça, si cet argent est bien distribué aux EHPAD et aux personnes âgées lorsqu'elles sont dépendantes à domicile, eh bien, on arrivera à peut-être arriver à 0,8 ou 0,9, et ça serait formidable. On aura du personnel épanoui et des personnes âgées épanouies et des familles. C'est ça qu'il faut faire le plus rapidement possible. Alors, je voudrais qu'on élargisse effectivement ce débat à cette question de l'agisme en France, dont je vous ai parlé il y a quelques minutes. L'agisme, c'est cette attitude qui consiste à discriminer une personne en fonction de son âge. Régis Aubry, qui est chef du service des soins palliatifs du CHU de Besançon et qui est membre du Conseil consultatif national d'éthique, ainsi que Sarah Thomas, gériatre au Grand Hôpital de l'Est francilien, ont alerté tous les deux sur ce sujet dans un rapport. Je voudrais qu'on écoute attentivement Régis Aubry. Il était l'invité de France Inter il y a quelques jours. Il y a une forme de discrimination qui est évidente et on en discutait avec ma collègue avant d'entrer dans cette émission. Le simple fait que vieillir et parfois ralentir fait que les temps ne se croisent plus. Les temps du soignant, qui sont des temps très scandés et très tendus par une forme d'injonction à la rentabilité, ne croisent plus le temps lent de la personne âgée. Valentine Trépied, cette question de la temporalité semble particulièrement importante. Et est-ce que oui, il y a une ségrégation des personnes âgées, en tout cas en fonction de l'âge en France ? Alors, ce sont des constats que l'on retrouve dans les travaux sociologiques qui ont déjà été publiés. Effectivement, on peut parler d'agisme
notamment pour les personnes les plus âgées de notre société. Dans le cadre je dirais que parmi les personnes âgées, il y en a encore qui sont encore plus stigmatisées, et ce sont celles que l'on va retrouver dans ces établissements d'hébergement de personnes âgées dépendantes. La manière dont ces personnes sont étiquetées dans ces établissements, comme des personnes dépendantes, je rejoins sur ce que M. Chanvert a dit tout à l'heure, discrédite ces personnes, leur renvoie une image très négative d'elles-mêmes, comme des personnes, elles se considèrent comme des personnes qui sont dans des relations, de fait, dans des relations de domination, de soumission totale, entière, comme des professionnels. sous-citoyens, des sous-personnes. Voilà, je dirais même des personnes, elles me le disent, elles l'expriment parfois, elles ont le sentiment d'être mortes socialement. Ce sont des choses qui sont très courantes quand on s'entretient avec des résidents. Donc c'est vrai que cet étiquetage de dépendants, et là la ministre n'est pas allée sur ces questions-là, c'est dommage, mais est particulièrement négatif pour ces personnes âgées. Pascal Chanvert, c'est terrible ces mots, ils ont l'impression d'être déjà morts, et ça tient à ce que vient de dire M. Aubry, des questions de temporalité, parce qu'on s'habille un peu plus lentement, parce qu'on comprend un peu moins vite que les autres. C'est concrètement ce que vient de dire Régis Aubry, c'est concrètement ce que signifie le manque de professionnels dans les établissements, mais pas que dans les établissements. Parce que ce qu'il faut voir, c'est que dans la logique agiste, l'établissement est encore plus stigmatisé que le domicile, parce que dans l'établissement, c'est là où on voit les personnes âgées. Et pour une société agiste, c'est intolérable. De même qu'une synagogue est intolérable pour un antisémite, la maison de retraite, là où on voit les personnes âgées, est intolérable dans une société agiste. Et c'est ça qui est très grave. Parce qu'à domicile, les personnes âgées ne sont pas plus, quand elles sont fragilisées, moi je n'utilise pas ce terme de D machin, auquel je ne comprends rien, quand elles sont fragilisées, quand elles sont vulnérables, à domicile, elles sont enfermées, elles sont dévalorisées. Donc ce n'est pas la situation de l'établissement qui crée cela, c'est notre société qui crée cela. Ce qui veut donc dire qu'il faudra, le sénateur Chassaing a raison, augmenter le nombre des professionnels en établissement, mais pas uniquement. Il faut incontestablement le faire, et probablement avec un peu plus d'1,5 milliard. Il a été évoqué le chiffre de 10 milliards pendant l'entretien télévisé du président de la République. Il faudra donc qu'il y ait plus de professionnels dans les établissements. Il faudra qu'on passe plus de temps et qu'il y ait plus de professionnels à domicile. Et il faudra que notre regard à tous change. Et ça commence par quelque chose de tout simple, c'est de ne plus utiliser ce terme de dépendant, dont je confirme ce que disent les sociologues, c'est-à-dire qu'il sort de la communauté des citoyens un certain nombre de gens, et ils le vivent comme tel. Et ça n'est pas acceptable, parce que ce sont ceux qui ont créé la société française dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Nous leur devons beaucoup. Et ce que dit Régis Aubry également, c'est ce qui les dérange en parlant des personnes âgées, c'est que dans les EHPAD, il n'y a que des vieux. Regrouper les personnes âgées entre elles, n'est-ce pas une forme de ghettoisation? Il emploie le mot de ghettoisation. Je pense que là, le comité d'éthique va trop vite, parce qu'il y a une autre ghettoisation, c'est l'école primaire, c'est le collège et c'est le lycée. Oui, là, je pense que là-dessus, je voudrais finir, là-dessus, le comité d'éthique ne va pas jusqu'au bout de sa logique, parce que si le comité d'éthique, il est vraiment contre l'agisme, alors avoir un groupe de personnes âgées, et y compris très âgées et très fragilisées, ça ne doit pas lui faire plus peur qu'avoir un groupe de juifs, un groupe de femmes, un groupe de musulmans, un groupe d'homosexuels. Vous voyez, la discrimination... Il y a deux poids, deux mesures. La discrimination, elle est, pour ceux qui discriminent, elle est toujours intolérable quand il y a un groupe. Et nous sommes dans une société agiste. La preuve que nous sommes dans une société agiste, c'est quand on est agiste que ça paraît normal, et c'est quand on dénonce l'agisme qu'on paraît curieux. Pas ce soir sur ce plateau en tout cas. Pas sur ce plateau ce soir, heureusement. Non, j'entends tout à fait ce que M. Chanvert dit. Simplement, si là on se place du côté des personnes âgées, quand on s'entretient avec elles, elles vont nous expliquer à quel point ça peut être une souffrance de vivre au contact d'autres personnes qui sont plus atteintes qu'elles, en tout cas, qu'elles jugent plus atteintes qu'elles. Il y a des vieux agistes, malheureusement. C'est vrai. Oui, en tout cas, d'un point de vue identitaire, c'est assez difficile, vous pouvez quand même le comprendre, difficile de vivre avec des personnes qui ont des pathologies plus invalidantes, ou en tout cas qui nous renvoient à l'image de ce qu'on va devenir. Mais ça, c'est de la discrimination par le handicap. Parce que moi, ce que je crois, c'est qu'il faut lutter contre l'agisme, mais on le voit, on ne va pas le faire ici, vous prenez l'histoire de toutes les luttes contre les discriminations, il y a toujours des populations discriminées
qui, au fond, colle au discours discriminant de la majorité. Non, mais après, il y a des différents degrés de vieillissement, avec effectivement peut-être des personnes atteintes de maladies dégénératives et qui ne supportent pas les personnes atteintes de maladies dégénératives auraient-elles moins de droits? Seraient-elles moins des hommes et des femmes que nous le sommes? Bien sûr que non, c'est ce que vous pensez. Et j'en suis ravi. C'est pas ce que pense une grande partie de la population. Et le terme de dépendant, il cache cela. Parce que pour un certain nombre de personnes, il y a eu un double fardeau. On est victime de l'agisme et on est victime de la discrimination par le handicap. Et parfois, dans les groupes discriminés, il arrive que des personnes discriminées disent « Oui, mais lui, il devrait être encore plus discriminé que moi. » C'est très laid. Mais il faut bien voir faut enlever tout ça, y compris il faut bien voir que ça exprime groupe. aussi la souffrance de la personne discriminée. Daniel Chassaing. Donc ceux qui sont responsables, c'est les discriminants. Non, mais moi, effectivement, je crois que le terme dépendance, il faut l'enlever. Il faut prendre en charge nos aînés. C'est-à-dire que actuellement, je reviens sur ce que j'ai dit, et on n'a pas assez de personnel en EHPAD. Ce qui fait que, effectivement, vous avez des personnes qui ont des troubles cognitifs extrêmement lourds, qui vont se retrouver avec d'autres qui disent comment ça se fait comme mais là je ne devrais pas être au même endroit que lui. Parce que on ne prend pas en charge les personnes en fonction de leur dépendance, si vous voulez. Il faudrait qu'on ait plus de personnel pour pouvoir isoler, pas isoler, mais si vous voulez prendre en charge différemment les personnes qui peuvent perturber d'autres personnes. Et c'est ça qu'on n'arrive pas à faire parce qu'on n'a pas ces personnels. Donc là aussi, vous dites que c'est un manque de personnel. Ça manque. Dans une EHPAD, il y a un PASA, un pôle d'activité et de soins adaptés. Mais il en faudrait 2 ou 3, si vous voulez. En plus, ça c'est avec les aides-soignantes qu'on arrivera à faire ça. Donc, vous voyez, tout ça, c'est pour prendre en charge de façon décente nos aînés. Il faut plus de personnel et de personnel formé. Et très adapté à chaque cas. À chaque dépendance, effectivement, on peut employer le terme dépendance sans l'employer de manière péjorative, de manière générale, mais il faut adapter effectivement le personnel, le former, il faut le former, et je pense que c'est comme ça qu'on arrivera à revoir des EHPAD où tout le monde est content d'aller à l'EHPAD, à la fois le personnel et les familles. Thierry Amouroux, vous aurez le dernier mot de ce débat. Oui, c'est vrai que le gros souci, au-delà du débat philosophique sur la dépendance, etc., c'est la réalité quotidienne des gens qui sont en EHPAD et qui travaillent en EHPAD. Et le gros souci, c'est le manque de personnel, le manque de temps, parce que le décalage de temporalité, ça veut dire que quand une personne doit aller de la chambre à la salle à manger et que vous êtes en sous-effectif, et vous la mettez sur un fauteuil roulant et elle se dépasse pas toute seule, alors qu'elle pourrait le faire de manière autonome. Et c'est un cercle vicieux parce que du coup, elle pourra plus se lever. On est dans une maltraitance institutionnelle, faute de personnel. Et le plan de Madame Buzyn va pas résoudre ça, parce que elle a fait un petit tour de passe-passe. Elle promet des annonces en 2019. En décembre, elle nous retire 200 millions. Après, vu la mobilisation, elle rajoute un peu d'argent, mais c'est 50 millions qu'il va y avoir en plus entre 2017 et 2018. Et on a bien compris, selon votre point de vue, que ce n'était pas à la hauteur des besoins. Oui, on y reviendra donc sur Public Sénat. Merci en tout cas à tous les 4 d'avoir participé à ce débat.